Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes au Fouquet's Barrière sur les Champs-Élysées à Paris. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Houdet, champion de tennis et de golf handisport. Bonjour Stéphane. Bonjour Maxence. Alors voici un joker que vous pouvez utiliser quand vous en avez envie, si vous n'avez pas envie de répondre à une de mes questions. Stéphane, vous avez décroché la médaille d'or en tennis à l'épreuve de double monsieur aux Jeux paralympiques de Pékin. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes monté sur le podium avec votre coéquipier Michael Jérémiaz? Ça va peut-être être assez paradoxal parce qu'en fait, on a vécu beaucoup d'émotions en suivant les épreuves des autres, en regardant les podiums des autres. Mais finalement, quand tous les deux on est montés sur le podium, c'était avec mon partenaire Michael Jérémiaz, peut-être qu'on était encore un petit peu dans l'euphorie du match et aussi dans la concentration des coups qu'on avait eu à jouer pour finir. Et donc du coup, on était relativement posé et presque en tout cas avec beaucoup moins d'émotions et pas de larmes comme on avait pu en verser en regardant nos amis judokas ou nos amis athlètes juste auparavant. Alors, vous êtes un as du tennis mais aussi du golf. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ces deux sports? Ouais, je dirais quand même que la partie golf aujourd'hui, elle appartient un petit peu au passé puisque je n'ai retouché un club qui n'y a que 15 jours juste pour le plaisir. Ce qui m'a plu et ce qui me plaît toujours dans ces deux sports, c'est la complémentarité finalement. On joue avec deux balles, une blanche, une jaune, avec des tailles différentes. On a aussi un instrument pour taper dans la balle. Mais ce sont des sports d'adresse avec lesquels on doit négocier en fait une partie qui va durer pendant des heures et pour laquelle d'un côté on a un adversaire qui fait que la balle est toujours mobilisée et de l'autre côté on est vraiment en compétition avec soi-même en sachant qu'on joue aussi contre les autres. Donc c'est à la fois un sport de combat, un sport très intellectualisé dans le sens où on doit réfléchir à ce qu'on va faire et puis en même temps avec une dépense physique pour le tennis qui plus est quand elle est jouée avec un fauteuil roulant est vraiment très intense. Alors pas de golf dans la liste des disciplines olympiques, c'est pour ça que vous avez favorisé le tennis? Oui, mais alors j'espère qu'on va avoir une bonne nouvelle au mois d'octobre puisque on a eu déjà une pseudo-bonne nouvelle il y a un petit peu plus d'un mois en apprenant que le golf était avec, je ne sais plus quel est le deuxième sport d'ailleurs, et un deuxième sport qui a été présélectionné par le rugby tout simplement. Le rugby, mais par contre le rugby à 13 ou à 11, à 7. Ouais, à 7. Je crois que c'est le rugby. Oui, tout à fait, ouais, c'est le rugby. Donc ce sont les deux sports qui ont été présélectionnés pour faire un retour au jeu, puisque le golf était présent en 1900 et en 1904. Et pour moi, ce serait absolument parfait. Parce que le retour au jeu, vous y retournez aussi? Mais, disons que ce serait tout à fait dans mon programme, puisque là, je me suis engagé jusqu'à Londres en 2012. Et après, j'aurai à nouveau un point d'interrogation, mais peut-être 4 ans pour me préparer si jamais le golf est présent au jeu en 2016, sachant que c'est quand même un peu moins physique que le tennis, donc ça pourrait être une belle transition et un bel avenir pour moi. Depuis la préparation des Jeux de Pékin, je suis à 100% sur le tennis, c'est-à-dire que je me suis concentré et réorienté vers le tennis à partir de 2005. D'accord. Alors vous avez eu un très grave accident de moto en 1996, vous avez été amputé à la suite de cet accident. Alors pourtant vous avez toujours continué à faire du sport, ça vous a aidé? Je pense que quand on vit comme ça, entre guillemets, un grave accident, hein, tout est relatif, on a besoin de se reconstruire. Et moi, ma reconstruction, elle passait par une image pour tout le monde, une image de soi. Et c'est sûr que je l'attachais vraiment aux sportifs que j'avais été plus jeune. Et c'est vrai que le sport m'a aidé dans cette reconstruction. Alors à côté, j'avais un métier, je suis vétérinaire de profession. C'est sûr que le fait d'avoir une activité, de pouvoir aussi m'occuper l'esprit à pratiquer quelque chose, c'était important. Mais la reconstruction personnelle, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, enfin le triptyque dont on parle régulièrement, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a probablement accéléré dans le processus. Donc c'était important pour moi d'avoir un déclic par rapport au sport et de revenir au sport. C'est quelque part renaître. Vous avez eu un très grave accident de moto en 1996, à la suite duquel vous avez été amputé et vous avez continué le sport. Alors est-ce que c'est ça qui vous a aidé à vivre?
Enfin, j'ai continué, j'ai même repris le sport puisque je suis vétérinaire de profession. J'avais mis une parenthèse à ma carrière sportive dans un premier temps pour faire des études et puis ensuite pour commencer à exercer en tant que véto. La problématique à la suite d'un accident, elle est autour de la reconstruction. C'est-à-dire que le triptyque traditionnel de l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, moi j'associais l'image que j'avais de moi à celle d'un sportif. Même si mes amis d'enfance qui m'avaient connu sur les cours, sur les parcours de golf me disaient bon bah de toute façon c'est pas grave, même si à 25 ans tu fais plus de sport, t'en as tellement fait avant qu'on vivra sur les souvenirs. Quand j'entendais ça, je me disais, ouf, à 25 ans, si je dois vivre sur les souvenirs, je ne suis pas très bien parti. Donc j'avais en tête que ma reconstruction, elle passait forcément par une activité sportive. Donc redécouvrir une activité. Et là, c'était dans un premier temps les parcours de golf et la petite balle blanche. C'était vraiment important dans ce processus de réconciliation avec soi-même. Alors justement, vous avez dit, vous êtes vétérinaire, vous arrivez à concilier sans problème vos deux vies? Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me consacrer uniquement au tennis et j'ai aussi la chance d'avoir un métier pour lequel je pourrais à tout moment revenir si un jour j'ai besoin. Donc pour l'instant, je ne fais que du tennis. Alors, on va parler un peu de vous. Quelle est la qualité en fait qui vous a permis de devenir un grand sportif? C'est une bonne question. J'étais hier à New York pour jouer l'US Open et il y avait un journaliste américain qui faisait un documentaire qui s'appelait The Fire in the Belly. C'est un peu, on avait du mal à le traduire en français, mais c'est un petit peu ce qu'on a dans le ventre et on parlait de l'agnac. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les sportifs, c'est cette envie de se dépasser et de repousser toujours les limites qui bien souvent sont définies par les autres, par un environnement, plus par une culture, plus que par soi-même. Donc je pense que ce serait peut-être cette première qualité de bien être conscient que la barrière la plus difficile à franchir, c'est celle que l'on s'impose et donc du coup de ne pas en avoir. Alors, est-ce que vous avez un défaut? Oh oui, j'en ai plein parce que sinon je ne serais pas humain. Le parallèle de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner, surtout dans les sports individuels, autour du sportif. Donc on est toujours à la limite entre l'égocentrisme, l'égoïsme, être le centre du monde. C'est vrai qu'il faut qu'on soit très prudent par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui peut très vite mal tourner et être perçu comme étant ouais, forcément un très très gros défaut. Forcément, ouais. Ouais. En même temps, on est obligé de partager et sans partage finalement, d'une part on ne joue pas puisqu'on n'a pas d'adversaire, mais nos émotions, si on les vit tout seul dans notre coin, elles sont très modérées. Donc on ne peut pas être égoïste, c'est pas possible. Vous partagez avec qui? Alors je le partage, là en l'occurrence cette médaille d'or, j'ai eu la chance de la partager avec mon partenaire Michael Jérémiaz et c'est vrai que peut-être que ça nous aide aussi à relativiser quand on est sur le court, à se dire que ce qu'on a fait, on l'a fait à plusieurs et puis ensuite c'est un entourage, hein, c'est un sport individuel mais qui se fait avec une équipe, préparateur physique, un coach de tennis, une famille, des amis. Tout un ensemble qui nous soutient autour de nous. Alors votre famille, parlons-en. Vous avez eu 2 fois des jumeaux. Ouais. Comment ça se passe à la maison? J'en parlais hier avec Roger Federer qui vient d'avoir 2 jumelles et juste avant sa finale, on s'était vu juste après Wimbledon, on avait fait une photo ensemble et il m'avait pas encore dit qu'il attendait des jumelles. Et donc on s'est retrouvés sur une chose, c'est que les gens pensent que c'est tout de suite beaucoup plus de travail d'avoir des jumeaux, mais assez rapidement, comme ils jouent ensemble, c'est aussi quelque chose qui nous aide. Alors c'est sûr que quand on prépare à manger, on va ensuite donner à 2 enfants quand ils sont petits. En même temps, préparer pour 1 ou pour 2, c'est presque la même chose. Faire le bain pour 1 ou pour 2, c'est la même chose. Sur ma première paire de jumeaux, c'était un peu compliqué parce qu'ils sont nés à 6 mois et demi de grossesse. On les a récupérés, ils n'avaient que 4 et 5 mois. Donc il y avait beaucoup de soins, ils avaient des petites lunettes avec de l'oxygène, ils avaient des hernies ombilicales, ils avaient des hernies inguinales. Donc ça c'était plus long. Mais en même temps c'est tellement plaisant de les voir jouer au départ tous les 2, puis ensuite tous les 4, que c'est que du bonheur. Vous en aurez 2 autres?
Je suis pas sûr. Alors, est-ce que votre entourage vous influence dans vos choix? Je pense que mon entourage a été influencé par mes choix. Donc, c'est eux qui vous ont suivi. Il y en a qui m'ont suivi et il y en a qui m'ont pas suivi sur toute l'aventure. Je suis divorcé de la maman des enfants. Il n'empêche que les choix ont été faits et on continue à avancer et on ne les regrette pas. Vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur? Bien sûr, et je pense qu'on les retrouve dans le sport, hein. La première, c'est sur l'équité, le fait de toujours dire la vérité, avec peut-être une expérience personnelle, c'est de se dire que de toute façon, elle sera toujours découverte. Donc si on commence à se raconter des histoires, on sera toujours à même de se défendre en disant toujours la vérité. Donc mes valeurs, elles tournent autour de ça. Alors maintenant, je passe à vos goûts. Quel est votre plat préféré? Ah, ça fait longtemps qu'on m'a pas demandé ça. Ah, je suis un fan de couscous. Et celui que vous détestez? Ah, ça, c'est un souvenir de cantine et d'enfant où j'ai toujours eu du mal et pour l'instant, je n'en ai pas mangé à nouveau qui me permettrait de me dire que je l'aime à nouveau, c'est le foie. À regoûter, donc. À regoûter. Votre style vestimentaire? Bah, vous voyez, hein, c'est celui de mon partenaire. Je suis habillé par le crocodile. Donc, je suis voilà, toujours, je vois. toujours comme je ça. constate finalement. Alors, quel est votre chanteur préféré? Je suis un fan d'un chanteur qui est peut-être pas très connu, qui s'appelle Gérard Manset. Je ne me prononce pas. Et donc, c'est quel style de musique? C'est un chanteur français qui raconte des histoires. D'accord, bah on ira écouter alors. Votre émission préférée à la télé? Ah, j'ai la chance de ne pas avoir la télé, alors je dirais... si, il y en a quand même une que j'aime beaucoup, c'est Faites entrer l'accusé. Et celle que vous zappez, si vous zappez, puisque vous n'avez pas de télécommande, parce que pas de télé? Bah, par exemple, là, je me suis retrouvé aux États-Unis avec mon partenaire de chambre qui regardait sur Internet les résumés de Secret Story. Et ben, je me disais que j'avais la chance de ne pas connaître. Peut-être que je zapperais celle-ci. Votre film préféré? J'ai adoré Cry Freedom, Le cri de la liberté, et puis La ligne verte aussi. Et un film que vous n'irez plus jamais voir? C'est dur ça, un film que j'irai plus jamais voir. Si, je peux, ouais. Je sais pas si je vais trouver le titre, mais je me souviens être allé au cinéma quand j'étais étudiant avec un copain qui était fan de ce genre de film. C'est un acteur américain qui fait des boutades qui sont énormes. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je sais pas, à quoi il ressemble? C'est un petit bonhomme, il y a eu toute une série c'est de l'humour mais avec une dérision à un troisième degré incroyable. Je vois pas, à part Benny Hill. Non. Si vous allez... Comment ça s'appelle il y a toute une série. Je reste de marbre, franchement j'en ai aucune idée. Bon, Joker, merci, je le prends en compte. Alors, quel est votre sportif préféré? Je suis forcément obligé d'en citer deux, hein, parce que je suis Tiger Woods et Roger Federer. Voilà, pour les deux disciplines. Voilà. Mais bon, j'apprends à découvrir Rafael Nadal. J'étais aussi avec Martín del Potro dans le vestiaire hier avant la finale. Je pense que c'est difficile de donner un nom finalement quand on sait que... Et quand on voit comment chacun s'engage, c'est assez remarquable. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui commencent le tennis ou le golf? D'une façon générale, c'est de revenir sur la phrase du début. Hein, que la barrière la plus difficile à franchir, c'est celle qu'on s'impose à soi-même. Donc c'est d'en profiter et puis de ne pas s'en donner. Je reviendrai bien sur la phrase d'Oscar Wilde, qui est de dire que dans la vie, il faut viser la lune. Si jamais on se rate, de toute façon, on finira dans les étoiles. C'est très beau en tout cas. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Vous pouvez regarder cette émission sur worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Merci aux Phuket Barrières. À bientôt.